chers étudiants, si votre demande, j'ai décidé d'enregistrer une série de vidéos dans lesquelles je veux vous dispenser en ligne l'ensemble des cours qui me sont confiés dans les différentes universités de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour la toute première expérience, nous commençons avec les cours d'introduction au management. Et dans ces cours, nous prenons pour expérimentation les premiers chapitres. Et ces chapitres portent sur les concepts de base en management. Pourquoi nous préférons commencer par les concepts de base? Chaque discipline scientifique a un jargon, a un langage. Et ce langage contient des mots, contient des termes que nous qualifions ici de concepts. Les spécialistes dans ce domaine doivent intégrer ces mots dans le quotidien de leur parler, dans le quotidien de leur discours, de telle sorte que quand vous êtes en présence d'autres spécialistes, on peut vous identifier très facilement par les mots que vous utilisez, que vous êtes juriste, vous êtes médecin, vous êtes philosophe, vous êtes politologue, vous êtes théologien. Donc, on n'a pas de difficulté pour identifier et reconnaître votre discipline, votre branche de spécialisation quand on vous entend parler. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous, je vais vous expliquer en détail les différents concepts qui sont utilisés en management. Mais les concepts utilisés sont très nombreux. Ils sont nombreux. On ne saura pas, au cours d'une vidéo comme celle-ci, analyser tous les concepts qui sont utilisés en management. Mais j'ai sélectionné pour vous 13 concepts qui font autorité. Vous ne pouvez pas parler de management, vous ne pouvez pas aborder la matière de management, vous ne pouvez pas pratiquer le management comme métier, comme science, sans avoir la chance, une fois, deux fois, d'utiliser ces concepts-là. Voilà, nous commençons par le premier de ces concepts qui est l'administration. C'est quoi l'administration en management? D'abord, il faut souligner que dans le domaine des sciences sociales, les concepts d'administration s'écrivent de deux façons. D'une part, on commence par A majuscule. Administration, mais avec A majuscule. Dans ces conditions, vous êtes devant une institution publique qui s'appelle l'administration de l'État, l'administration publique. C'est une institution détentrice des prérogatives de la puissance publique. Et cette institution n'est pas à confondre avec l'activité de l'administration qui s'écrit, elle, avec A minuscule. Et c'est de cette administration avec A minuscule qu'il s'agit dans ce cours de management. En fait, quand on parle de l'administration en management, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une activité qui consiste à produire, à élaborer, à mettre en œuvre les normes, les règles, les procédures et les mécanismes qu'il faut respecter et faire respecter en vue de mobiliser les ressources nécessaires dont l'organisation a besoin. Alors, lorsqu'on pose la question à un étudiant, comment identifier une activité administrative d'autres activités? C'est très simple. À partir du moment où l'activité implique la production, l'élaboration, la mise en œuvre d'un ensemble de procédures, un ensemble de règles, de normes qu'on vous impose de respecter vous-même et de faire respecter pour mobiliser les ressources, sachez très bien que vous êtes en pleine activité administrative. Mais tel que défini, vous ne pouvez pas confondre l'administration avec la gestion. La gestion n'est rien d'autre
que l'utilisation rationnelle des ressources disponibles. Il faut bien écouter. L'administration a mobilisé les ressources nécessaires dont l'organisation a besoin. Et maintenant, la gestion ou le gestionnaire va consister à utiliser de manière rationnelle. Quand on parle de rationnel, avec raison, sans gaspillage, les ressources qui sont disponibles. Ce concept de nécessaire et de disponible est à la base de la distinction fondamentale entre l'administration et la gestion. Les ressources qui ont été mobilisées à travers le respect des normes et des procédures, le respect des règles par l'administration, sont mises ces ressources à la disposition du gestionnaire, dont la mission principale est leur utilisation rationnelle conformément aux objectifs de l'organisation. Je vais illustrer la différence entre l'administration et la gestion par un exemple. Je prends l'exemple parce que vous êtes à l'université d'une université. Lorsque l'université veut fonctionner, elle a besoin d'un personnel. Et parmi les personnels de l'université, je prends un seul cas des personnels scientifiques qui mobilisent en termes de recrutement les assistants ou les personnels scientifiques dans une université. C'est le recteur. À travers un processus qui commence par des dépôts de dossiers au département, qui reçoit des avis favorables du conseil de département, ça passe par la faculté qui appose aussi son avis favorable et renvoie les dossiers au comité de gestion, et après avis favorable du comité de gestion, le recteur nomme à travers une décision. Et c'est cette décision qui confère à l'ancien licencié dans un domaine bien déterminé la qualité d'assistant. Alors, cette décision est un acte administratif à portée réglementaire qui te confère la qualité d'assistant. Alors, à partir du moment où par la décision, à travers une procédure suivie du département jusqu'au comité de gestion, l'ancien licencié est devenu assistant, le recteur qui l'a nommé le met à la disposition du secrétaire général académique. Et l'académique va maintenant veiller à ce que l'assistant nommé soit utilisé dans un département, dans une faculté, parce qu'il est engagé sur base d'une charge horaire. Alors, la gestion au quotidien, ou mieux, l'utilisation au quotidien de l'assistant au sein de l'université à travers son département et sa faculté est suivie minute par minute par le secrétaire général académique. En ce moment-là, entre le secrétaire général académique et le recteur, qui est administrateur et qui est gestionnaire? C'est clair et net. Le recteur qui a mobilisé la ressource humaine, l'assistant, par une décision, à travers une procédure bien respectée, il fait de l'administration. L'académique qui veille à l'utilisation de cet assistant dans les auditoires par rapport à sa charge horaire, lui, il gère le personnel. Donc, la différence entre l'administration et la gestion est claire et nette. L'administrateur mobilise par le respect des normes, des procédures et des mécanismes, tandis que le gestionnaire utilise la ressource qui a été mobilisée et disponibilisée par l'administrateur pour que l'organisation puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Maintenant, quel est le travail d'un leader? Si l'administrateur est le producteur de la réglementation qui veille à son respect et que les gestionnaires utilisent rationnellement les ressources qui ont été mobilisées à travers le respect de ces normes. Mais que fait alors le leader? Le leadership,
C'est un mot qui vient du verbe anglais to lead. To lead en français signifie diriger, commander, orienter pour atteindre l'objectif ou les objectifs que l'organisation s'est assigné. Voilà, chers amis, quel est le travail des leaders? Le leader, c'est un guide, c'est un orienteur, c'est un dirigeant. Il dirige les troupes. Il développe les compétences de l'ensemble du personnel en canalisant leurs efforts pour atteindre l'objectif organisationnel. Voilà pourquoi, en termes plus clairs, on définit le leadership comme une action qui consiste à faire le travail par les autres pour atteindre l'objectif que l'organisation s'est fixé, pour suivre les buts finaux de l'organisation. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas confondre un administrateur qui est attaché au respect des normes et des procédures, au respect des règles, et vous ne pouvez pas aussi confondre les gestionnaires dont la mission principale est l'utilisation rationnelle avec un leader. Lui, il voit plus loin l'objectif, il vous conduit, il vous canalise, il fait de sorte que le travail soit fait à travers certains critères que je vais énumérer plus tard, qui font la différence spécifique entre leader et manager, leader et gestionnaire, et leader et administrateur. Mais il faut souligner quelque chose. Il faut noter très bien. Pour que le leader fasse correctement son travail de guide, il doit avoir une vision. Et la vision, c'est quoi? La vision, c'est une représentation mentale de ce qu'on voudrait faire, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut réaliser. Je parle bien d'une représentation mentale. Quand on vous donne un travail à faire, quand on vous donne une équipe à conduire, c'est que le leader connaît déjà la fin, pendant que l'ensemble des autres personnels, ils sont là, le personnel est là, au début de l'activité, est en train de suivre étape par étape, mais le leader connaît déjà la fin. Il a une vision, il a une idée claire de ce qu'il faut faire. Mais les gens se posent souvent des questions, les étudiants se demandent, mais cette vision-là vient d'où? Est-ce qu'il y a un Dieu, le Père, qui fait descendre la vision dans la tête de certaines personnes et les autres n'en ont pas? Est-ce qu'il y a un pasteur, une église où on peut aller et puis faire des incantations et avoir la vision? Non. Dans la gestion des organisations, dans la gestion des activités professionnelles, la vision provient de deux sources principales. La première source qui donne la vision, c'est la formation. Il faut étudier, mes chers étudiants. On travaille, on n'étudie pas après le travail. On étudie avant de travailler. On vous apprend qu'est-ce que vous devez faire quand vous serez dans la vie professionnelle. En dehors des études classiques, il y a des études ou des formations continues, des formations en cours d'emploi, les séminaires de renforcement des capacités, où on vous apprend comment exécuter des tâches spécifiques en rapport avec un travail bien déterminé. Donc, il est très difficile, quand vous n'avez pas étudié, d'avoir une vision du travail professionnel à faire. Ça, c'est la première source. Deuxième source, c'est l'expérience professionnelle. Comme vous le savez, nous avons des personnes qui ont travaillé longtemps dans une direction, dans un département, dans une organisation et qui ont fait même l'itinérance des différents départements ou des différentes directions. Ils ont 10 ans, ils ont 15 ans, ils ont 20 ans d'expérience professionnelle, 5 ans, et il est là. À force de faire le même travail plusieurs années, ils acquièrent une expérience du travail. Et quand on lui confie une équipe de personnes à gérer, à diriger dans le cadre professionnel, parce qu'il l'a toujours fait et parce qu'il sait comment le faire, la roue est là, il faut la tourner et il montre aux autres en tant que guide comment on a toujours fait
pour atteindre les résultats escomptés. Voilà, donc, nous devons comprendre que quand vous n'avez pas étudié et quand vous n'avez pas travaillé dans le domaine professionnel, il est difficile d'avoir une vision sur une quelconque matière à exécuter dans le cadre d'un poste bien déterminé. Alors, à part la vision, le manager est doté de missions. Il faut accomplir. Et une mission en management est définie comme la raison d'être. Quand quelqu'un vous dit quelle est votre mission, en français facile, il vous demande quelle est votre raison d'être là où vous êtes. C'est comme quelqu'un qui me pose la question, mais c'est de vos Kitoko, quelle est la mission de l'université? En d'autres termes, pourquoi l'université a-t-elle été créée? Quelle est sa raison d'être? C'est la formation. Monsieur l'étudiant ou madame l'étudiante, quelle est votre mission dans l'auditoire? Votre mission, c'est la formation et par conséquent, vous devez suivre le cours. Mais si vous êtes dans l'auditoire, toujours en train de parler, en train de faire des grimaces, en train de déranger, c'est que vous avez une autre mission en dehors de votre raison d'être dans l'auditoire. Il en est ainsi des différentes administrations comme la police. Quelle est sa mission? La mission de la police, c'est assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. La mission de l'armée, quelle est sa raison d'être? Si vous décidez aujourd'hui d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, la raison d'être d'une armée, c'est de protéger les territoires contre les menaces extérieures. Voilà, donc, il faut comprendre que dans l'activité managériale, quand le manager a une vision ou quand le leader a une vision, il doit aussi avoir une mission qui justifie sa raison d'être. Mais la vision, c'est un idéal. C'est quelque chose comme un rêve. Et les missions, ce qui justifie votre présence quelque part, la vision et la mission doivent être converties en but. Le but de l'entreprise, c'est l'expression détaillée de ce qu'on veut réaliser. Et quand vous avez des expressions détaillées de ce que vous voulez, à ce moment-là, vous les convertissez à ce qu'on appelle l'expression spécifique de ce que vous voulez réaliser. C'est ce qu'on appelle l'objectif de l'entreprise. Alors, les expressions spécifiques peuvent être nombreuses, mais le but peut être un seul. Mais quand on est en train de poursuivre un but, on peut atteindre plusieurs objectifs comme étape par étape, mais on arrive au but, c'est qui constitue en quelque sorte l'expression détaillée de la mission de l'entreprise. Voilà. Mais tout cela n'est pas possible lorsque vous n'êtes pas engagé dans la réalisation des activités de l'entreprise, les activités de l'organisation, les activités professionnelles. Et l'ensemble des activités regroupées au sein d'un poste confié à une personne pour réaliser des tâches spécifiques forment un autre concept qu'on appelle la fonction managériale. Quand quelqu'un vous dit quelle est votre fonction, en français facile, en d'autres termes, il vous demande quelles sont les activités que vous exercez. Nous allons voir les fonctions d'un manager. Que fait le manager? Quelles sont les activités que le manager exerce? Il y en a plusieurs. Là, je vais effleurer un peu parce qu'il y a des chapitres sur les fonctions de management, les processus de management. Maintenant, quelles sont les fonctions reconnues à un manager? Quelles sont les activités que le manager exerce? Vous avez plusieurs modèles de présentation des activités des managers. Et parmi lesquels, nous avons par exemple un auteur célèbre qui est connu dans le domaine du management, c'est Henri Fayol. Henri Fayol vous dit, qu'est-ce que doit faire le manager? Le manager doit prévoir la planification, il doit organiser, il doit coordonner, il doit commander et il doit contrôler. Voilà. Il présente les 5 fonctions comme les activités principales des managers. Et plus tard, les autres auteurs ont réfléchi.
Mais est-ce qu'il est possible dans une entreprise qu'il y ait deux personnes? L'un a pour mission de coordonner et l'autre a pour mission de commander. Comment séparer les deux? C'est ainsi que les auteurs comme James Higgins, c'est un Américain, il va regrouper l'activité de commandement et l'activité de commandement et l'activité de coordination à une seule fonction qu'il a appelée la direction. C'est ainsi qu'il va sortir un modèle à 4 fonctions pour présenter les activités des managers. Donc, comme le commandement et la coordination sont unifiés en une seule fonction de direction, on en trouve alors 4. Vous avez la fonction de planification, la fonction de l'organisation, la fonction de direction et la fonction de contrôle. Mais plus tard, un autre Américain du nom de Alec McKenzie vient enrichir et apporter les innovations à cette présentation. Pour lui, il dit c'est bien de présenter les fonctions managériales de cette façon, mais il faut les distinguer. Mettre les fonctions séquentielles à part et les fonctions continues à part. Et là, il présente un processus managérial où les fonctions séquentielles sont alignées l'une après l'autre au nombre de 4. La planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Mais il dit ceci. Dans chacune de ces fonctions séquentielles se retrouve une fonction continue, donc qui se trouve dedans. Et ces fonctions sont au nombre de 2. Il y a la communication comme fonction des managers et la prise de décision. Alors cela voudrait dire quoi? Continu. Continu signifie qu'il se trouve dans. Quand vous planifiez comme première fonction séquentielle, à partir du moment où pendant que vous êtes en train de planifier, vous communiquez et vous prenez les décisions. Vous n'attendez pas de terminer à planifier pour communiquer. On ne communique pas, on ne planifie pas en silence. On planifie en échangeant avec les membres de l'équipe. Et chaque fois qu'on arrête une matière, on décide. Quand vous entrez dans l'organisation, comme deuxième fonction, la mise en place des structures, la désignation des personnes qui doivent animer les structures, il faut définir les relations verticales et horizontales entre les agents. Vous communiquez et vous prenez les décisions. De la même manière, dans la direction, avec ces 2 dimensions. Quand on dirige, il y a des leadership qui consiste à commander, à diriger les gens, comme on l'a dit, un peu plus haut. Et il y a la motivation. Parce que vous vous mettez à commander les gens qui ne sont pas motivés. Et à un moment donné, il faut dire non. Arrêtez. Vous communiquez. Et enfin, les contrôles. Contrôle préalable. Contrôle opérationnel. Et contrôle post-opérationnel. Il faut communiquer les termes de contrôle. L'objet du contrôle. Est-ce que vous venez contrôler pour inspecter? Vous venez contrôler pour superviser? Vous venez contrôler pour évaluer ou vous faites tout simplement le monitoring. Donc, il faut communiquer et les 2 fonctions, la communication et la prise de décision, sont continues dans chacune des fonctions séquentielles. Et il termine avec McKenzie par dire, quand vous prenez l'ensemble de ce processus, où vous mélangez les fonctions séquentielles et les fonctions continues, on peut les répartir en 3 dimensions. Il y a la dimension des idées, où on retrouve la planification. Il y a la dimension des choses, où on trouve l'organisation. Il y a la dimension du personnel, où on trouve la direction et le contrôle, ainsi que les fonctions de communication et de prise de décision. Voilà, donc, ce sont là les activités, mais l'OMS vient réduire et simplifier la tâche en regroupant les fonctions des managers en 3 E. Et comme élaboration d'un projet,
est comme exécution d'un projet et est comme évaluation du projet. Donc, à l'OMS, quand on parle des managers, il a 3 types de fonctions qui lui sont reconnues. Il est là pour élaborer le projet, élaborer le plan de travail, exécuter ce plan et terminer par l'évaluation. Alors, chers amis, lorsque vous êtes en train d'exercer ces activités, qui sont les travails au quotidien des managers, mais ces activités vous permettent alors de jouer un rôle qui est un autre concept à part. Le rôle n'est pas à confondre avec la fonction. Si la fonction est un ensemble d'activités, mais le rôle devient le comportement qu'on attend de vous. Qu'est-ce qu'on attend de vous par rapport aux activités qui vous ont été confiées et par rapport à ce que vous devez faire? C'est ça le rôle, le comportement qu'on attend de quelqu'un. Imaginez que depuis 10 heures, vous attendez le professeur qui doit venir, mais c'est de vos Kitoko doit commencer le cours à 10h30. Dès que j'entre dans l'auditoire, qu'est-ce que vous attendez de moi? La matière. Mais si je me mets à danser devant vous, mais quelle sera votre attitude? Je suis devant l'auditoire, vous m'attendez pour donner cours, je me mets à danser. Si vous vous mettez à rire, donc vous avez un problème psychologique vous-même. Parce que quand un prof danse devant les étudiants, vous devez vous inquiéter sur sa santé mentale. Mais qu'est-ce que vous attendez d'un prof? C'est donner cours. Mais si un comédien fait irruption dans la salle, qu'est-ce que vous attendez de lui? Le rire. C'est ça, le rôle de quelqu'un, c'est le comportement qu'on attend de lui. Maintenant, les auteurs ont réfléchi sur le rôle des managers dans une entreprise, dans une organisation, dans une institution. Et il y en a plusieurs. Mais là, je prends un des grands enseignants de management au Canada, Henry Mitzberg. Il a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels le plus célèbre, c'est le travail des managers au quotidien. Et les managers au quotidien. Et là, il définit 10 rôles que le manager doit obligatoirement jouer. Mais les 10 rôles, il est réparti en 3 catégories. La première catégorie est composée des rôles en rapport avec les relations interpersonnelles. La deuxième catégorie, ce sont les rôles informationnels. Et enfin, la troisième catégorie comporte les rôles décisionnels, en rapport avec les relations interpersonnelles. Henry Mitzberg vous dit, un manager, c'est d'abord un symbole. En tant que symbole, il joue le rôle de représentation. Il représente son organisation dans les différentes rencontres, manifestations qui se rapportent à son domaine de spécialisation, au domaine spécifique de son organisation. Mais quand il est symbole et qu'il assiste dans les grandes organisations, manifestations, où on parle de son organisation, mais le deuxième rôle des relations interpersonnelles, c'est le leader. Il est leader. En tant que leader, il doit guider, orienter toutes les discussions vers les objectifs et les intérêts de son organisation. Et enfin, dans la catégorie des activités des relations interpersonnelles, le leader, c'est l'observateur. Il est là à la recherche des opportunités. C'est pas quelqu'un qui regarde les gens, il les observe. Il y a une différence entre regarder quelqu'un et l'observer. Quand on regarde quelqu'un, on est distrait. Et quand on observe, et on tire profit de l'observation et on a quelque chose que l'on comprend de plus profond parce que l'observation est scientifique. À part cette catégorie, la deuxième catégorie, ce sont les rôles informationnels. Dans ces rôles, il y en a 3 aussi. Comme il y en a 3 dans la catégorie des relations interpersonnelles. Le premier rôle informationnel, c'est le rôle de porte-parole. La mission des managers, c'est de communiquer au monde extérieur les activités qui se déroulent au sein de l'organisation. C'est ça le porte-parole. Il s'adresse à l'extérieur pour que le monde extérieur sache quelles sont les activités de l'intérieur de l'organisation. Premier rôle.
Deuxième rôle, c'est le rôle d'informateur. L'informateur, c'est le contraire des porte-parole. Le manager doit recueillir les informations de l'extérieur pour communiquer à l'intérieur de son organisation. Et enfin, le manager, c'est un agent de liaison. En tant qu'agent de liaison, il joue au croix de transmission entre l'extérieur et son organisation. Il est là au milieu comme l'intermédiaire. Mais dans les rôles décisionnels, il y en a 4. Le premier rôle, c'est le rôle des régulateurs. Je vous ai toujours dit, mes chers étudiants, mes chères étudiantes, que dans la nature humaine, dès la création de l'homme, dans notre nature en tant qu'humain, nous avons en nous les germes d'égoïsme, d'égocentrisme. Vous voyez le comportement d'un enfant, quand il est bébé, il veut tout prendre pour lui. Quand vous lui dites, ça c'est pour ton frère, ça c'est pour ta soeur, il doute. Faites l'expérience, vous achetez, vous avez 2 enfants ou 3 enfants, vous achetez 3 chaises en plastique de 3 couleurs différentes. Vous venez vous demander au premier enfant, choisissez la vôtre. Et il va regarder, il prend le rouge, il laisse, prend la chaise verte, il laisse, prend le bleu, et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la chaise bleue, il se met, il prend le rouge, il met la jambe gauche, il prend l'autre jaune, il met la jambe droite. Donc, il prend le 3. C'est ça la vraie nature de l'homme. À ce moment, parce que l'homme a une tendance à dévier les normes pour satisfaire ses propres intérêts, la régulation consiste à remettre les choses sur les rails, à ramener les gens sur le bon chemin. C'est ça le travail des managers. Voilà pourquoi ce rôle est associé à un autre qui est les négociations. Les managers et les négociateurs. Dans tous les groupes humains, là où il y a 2, 3, 4 personnes, dans toutes les sociétés, dans toutes les institutions, familles, écoles, partis politiques, associations, universités, les conflits sont inhérents à la vie de l'homme en société. Vous ne pouvez pas éviter les conflits et vous ne pouvez pas vivre sans conflit. À ce moment-là, les managers doivent veiller à la résolution des conflits. Ils doivent veiller à la gestion des conflits. Mais si vous êtes un travailleur, vous êtes un agent, vous êtes un cadre qui aimerait vivre sans conflit au sein de votre groupe, donc vous n'allez pas vous en sortir parce que les conflits sont avec vous. Il y a des conflits de perception. Il y a des conflits d'objectifs. Il y a des conflits d'intérêts que vous ne pouvez pas éviter. Alors, un conseil, mes étudiants, il faut tout simplement savoir vivre avec les conflits, les gérer pour minimiser les effets négatifs. Mais si vous tenez absolument à vivre sans conflit, je vous donne un seul conseil, l'unique lieu où vous pouvez aller vivre jusqu'à l'arrivée de Jésus sans conflit, c'est au cimetière. Donc, vous pouvez aller, on vous enterre dans votre tombe, vous n'aurez de problème avec personne. Alors, maintenant, parce que vous devez négocier, vous devez gérer les conflits, mais le 3e rôle en tant que manager décisionnel, c'est le rôle d'entrepreneur. Le manager, c'est quelqu'un qui prend les initiatives. C'est pas quelqu'un qui croise les bras et qui attend la manne qui tombe du ciel. Non, il doit concevoir. Et il doit observer l'évolution de la société. Voilà pourquoi dans des grandes entreprises ou dans les entreprises modernes, les gens sont envoyés en formation. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution de la société, l'évolution de la technologie font qu'il y a aujourd'hui des techniques, si vous ne les maîtrisez pas, en termes de technologie, vous ne pouvez pas fonctionner. Voilà pourquoi les managers, dans ce rôle d'entrepreneur, doivent prendre les initiatives, doivent regarder où est-ce que l'entreprise peut tirer profit, avec quelle technologie, avec quel personnel, dans quel environnement. C'est le travail des managers. Et enfin, dernier rôle décisionnel qui est le 10e, c'est le rôle des répartiteurs des ressources. Les managers doivent veiller à la répartition des ressources au sein de l'organisation.
les revenus que génère l'activité professionnelle doivent être répartis entre les différents acteurs avec équité. Et là, je souligne, il ne faut pas confondre la répartition des ressources avec équité et la répartition équitable des ressources. Et répartir équitablement signifie vous prenez ce qui est là, vous donnez à part égale chacun. C'est aussi une injustice. Mais la répartition des ressources avec équité signifie chacun gagne selon ses mérites. Vous ne pouvez pas payer un huissier le même salaire qu'un directeur. Le chef de bureau n'aura pas le même salaire qu'un secrétaire général. Donc, il y a ce que chacun mérite. Un professeur d'université à thèse ne sera pas payé le même montant que son assistant qu'il forme. Donc, chacun selon ce qu'il mérite, mais chacun a droit à la vie. Voilà brièvement les rôles des managers que les étudiants doivent maîtriser. Maintenant, vous voyez très bien que les choses s'enchaînent et sont interdépendantes, ces activités. Pour jouer un rôle, il faut avoir des activités que vous exercez, c'est-à-dire avoir une fonction. C'est la fonction qui vous donne le rôle. Mais pour que vous puissiez jouer ce rôle correctement, ça vous renvoie à un autre concept qui s'appelle la compétence. Il faut avoir des compétences. Si vous n'avez pas de compétences requises, vous n'allez pas jouer votre rôle correctement et vous n'allez pas exécuter les activités qui vous sont confiées dans le cadre d'un poste. Alors, quels sont les types de compétences qui sont régulièrement enseignées et reconnues dans le cadre du management? Il y en a trois. Vous avez la compétence conceptuelle, la compétence des relations interpersonnelles et la compétence technique. Vous devez avoir moyennement toutes les trois compétences, mais il ne vous est pas demandé d'en avoir en quantité et en qualité de la même manière. Tout dépend de l'échelon de l'organisation où vous prestez. Si vous prestez à un lieu qu'on appelle le sommet stratégique, quand on prend l'université, le sommet stratégique, c'est le comité de gestion. Quand vous prenez un parti politique, le sommet stratégique, c'est le bureau politique. Quand vous prenez un ministère, le sommet stratégique, c'est le cabinet du ministre et le secrétariat général. Quand vous prenez les pays comme organisation, le sommet stratégique, c'est la présidence, c'est le gouvernement, c'est le sommet stratégique. Mais quand vous êtes à ce niveau-là, on vous dit, il faut avoir plus de compétences conceptuelles que de compétences techniques. Moins de compétences techniques, plus de compétences conceptuelles. Mais on ne dit pas que lorsque vous êtes au sommet, vous devez avoir un déficit total de compétences techniques. Non, en termes de pourcentage, quand vous êtes au sommet, on a besoin que vous ayez 70% de compétences conceptuelles, 30% ou 20% de compétences techniques. Les compétences conceptuelles, c'est quoi? C'est la capacité de conception, la capacité de planifier, c'est la capacité de définir la stratégie de l'entreprise. C'est là où on définit la philosophie même, la vision de l'organisation. C'est au niveau du sommet. À ce moment-là, on a besoin des hommes outillés, avec des idées précises, concises et claires. On a besoin de gens qui ont le savoir. C'est ça la compétence conceptuelle. Mais au niveau intermédiaire, je saute le niveau intermédiaire, je vais en bas. Au bas, à l'échelon le plus bas de l'organisation, on a besoin que ceux qui travaillent à l'échelon inférieur aient plus de compétences techniques et moins de compétences conceptuelles. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la base, dans les ateliers, dans les salles de classe, dans les auditoires, c'est la professionnalisation des tâches, c'est la spécialisation des compétences. On a besoin de gens qui savent réellement ce qu'ils doivent faire. Où est-ce qu'il faut placer les vis, comment tourner,
comment pointer, comment fermer, comment ouvrir. On n'a pas besoin de gens qui viennent là-bas pour commencer à relater les idées, la planification. Non, on a planifié au sommet et à l'échelle inférieure, on met en pratique. Voilà pourquoi, si les managers du sommet stratégique qui a la compétence conceptuelle montent la stratégie, les managers de l'échelon inférieur, lui, il monte la tactique. La tactique est liée à la tâche et n'est pas liée à la globalité de l'entreprise ou de l'organisation. Mais la dernière compétence, les relations interpersonnelles, ça s'appelle en français facile, le savoir-être, le savoir-vivre. Que vous soyez PDG ou huissier, vous avez de la même manière, sans concession, besoin de compétences interpersonnelles. Vous devez avoir un savoir-vivre, vous devez avoir un savoir-être au sein de l'organisation. Si vous ne l'avez pas, c'est comme ça que vous entendez les agents dire « Ah, notre PDG, c'est un monsieur très intelligent, mais il n'est pas bon. C'est prof. Ah, il a la matière, mais il est mauvais. » Donc, c'est quelqu'un techniquement outillé, il a les compétences conceptuelles ou il a les compétences techniques, mais il n'a pas le savoir-vivre, il n'a pas le savoir-faire. Il enseigne très bien. Mais à la fin du cours, il va se poster en dessous des manières, il commence à percevoir l'argent pour distribuer les points. À ce moment-là, il manque quoi? Ce n'est pas la matière qu'il manque, ce n'est pas le savoir-faire qu'il manque, mais il a un problème de savoir-être, de savoir-vivre, de moralité, d'éthique professionnelle. Voilà, chers amis, maintenant, pour terminer, quand vous regardez cet ensemble de concepts que je viens de vous décrire, le management, lui, j'ai voulu terminer par là. J'ai parlé de la gestion, j'ai parlé de l'administration, j'ai parlé de leadership, mais j'ai fait semblant de sauter le management à la fin. Qu'est-ce que maintenant le management, qui est notre discipline, pour laquelle nous introduisons un chapitre, quelle est sa spécificité en tant que discipline scientifique par rapport à l'administration, à la gestion et au leadership? Les managers vous ramènent un ensemble de techniques, de méthodes qui augmentent l'efficacité et l'efficience dans la gestion de l'organisation. Voilà, chers étudiants, je suis devant vous pendant 45 heures dans certaines universités et 60 heures dans d'autres, avec le cours de management. À la fin de cet enseignement, chaque étudiant doit être capable de concevoir, d'appliquer les techniques, les méthodes de gestion qui augmentent et améliorent l'efficacité et l'efficience dans la gestion de l'entreprise, dans la gestion de l'organisation, bref, dans la gestion de toute institution administrative soit-elle. Maintenant, les étudiants se posent souvent la question, mais prof, on doit augmenter, on doit améliorer avec les techniques, avec les méthodes, l'efficacité et l'efficience. Mais c'est quoi l'efficacité? Mais c'est quoi l'efficience? Voilà, donc l'efficacité se mesure par rapport à la réalisation des résultats qu'on attend d'un responsable par rapport à son poste. L'efficacité se mesure par rapport à l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Vous êtes étudiant, vous êtes en L1, aujourd'hui, vous avez le cours d'introduction au management. Qu'est-ce que les parents attendent plutôt? Qu'est-ce que les parents attendent de vous comme résultat à la fin de l'année? C'est la réussite. Dès que vous réussissez, par rapport aux résultats qu'on attend de vous, vous avez été efficace. Quel est l'objectif que vous fixez? Vous fixez l'objectif, vous l'atteignez, vous êtes efficace. Mais l'efficience ne se mesure pas par rapport aux résultats, mais c'est par rapport au coût, au prix, à l'effort investi pour obtenir ces résultats. Vous avez réussi, oui, vous passez en deuxième, mais à quel coût? Il y a un étudiant qui a fait la première session, il a payé $300,
des frais d'études, il a payé $20 d'enrôlement, avec 120, il passe des promotions. Ah, il est efficace par rapport aux résultats attendus. Mais il y a un autre qui passe la première session, il a dépensé $300 comme frais d'études, $20 comme enrôlement, mais il a échoué à la première session. Et puis il revient à la deuxième session, il paye encore $20 d'enrôlement et il achète ce qu'on appelle le recours, encore $20. Et ça lui fait $40 de plus. Si vous prenez les 120 plus les 40, 160. Et après la deuxième session, il réussit. Il passe aussi des promotions. Donc, un étudiant qui est passé à la première session et celui qui est passé à la deuxième session, les deux sont efficaces. Parce qu'ils vont réaliser les résultats qu'on attend de passer de promotion. Mais il y a l'un qui manque l'efficience parce que les mêmes résultats, il a obtenu à un coût plus élevé que l'autre. Voilà, donc j'aimerais que nous puissions nous entendre. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de la gouvernance interne, au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement, ne regardez pas la qualité, la beauté du bâtiment. Si c'était convenu qu'on le fasse, on l'a fait, en termes d'efficacité, on peut apprécier. Mais quand on revient, ça coûtait combien? Les mêmes bâtiments ailleurs. Un bâtiment de ce genre, avec les mêmes spécificités, le même nombre d'auditoires, la même grandeur, qui a coûté au Sénégal $500 000, mais nous, on l'a construit à $5 millions. Vous comprenez? Donc nous avons les mêmes types de bâtiments construits, on peut évaluer ça si c'était toutes conditions restant égales par ailleurs en concurrence, on peut dire que bon, les deux organisations étaient efficaces. Mais quand maintenant on regarde l'écoute, on voit qu'il y a manqué l'efficience quelque part, parce que on a construit avec les triples de ce qu'on a fait ailleurs pour les mêmes résultats. Voilà pourquoi, chers amis, lorsque nous nous présentons dans le cadre de la gestion managériale, lorsque nous nous présentons comme des managers des entreprises, des institutions, nous devons avoir à l'esprit que les résultats qu'on attend de nous doivent être marqués par la notion de l'efficience. C'est un capital. Voilà, brièvement, pour aujourd'hui, les différents concepts que j'ai sélectionnés pour vous, je vous demande d'écouter, de réécouter, pour bien maîtriser, parce que dans l'auditoire, parfois, il y a des contraintes d'ordre social qui ne permettent pas aux étudiants d'être concentrés et de suivre la matière. Je vous remercie. Chers étudiants, si votre demande, j'ai décidé d'enregistrer une série de vidéos dans lesquelles je veux vous dispenser en ligne l'ensemble des cours qui me sont confiés dans les différentes universités de la République démocratique